J'ai beaucoup appris de mes parents, surtout de mon père, dans le sens où de la liberté d'expression, tout simplement, le fait de s'exprimer. Mon père n'obéissait vraiment pas au code de la société où il faut se tenir comme ça, il faut faire ceci, il faut se conformer. On n'a jamais été conformiste parce que toute sa vie, lui, il a vécu par principe. Et toutes les personnes qui le connaissent savent que lui, c'était un homme de vérité, c'était un homme de principe. Et c'était un homme qui marchait vraiment en fonction, vraiment pour les valeurs qu'il défendait. Et donc, on a vraiment aussi grandi dans le fait d'exprimer son opinion. C'était très important. Très tôt, très vite, il nous a donné la parole, il nous a laissé nous exprimer par rapport quand il y a des disputes dans la famille, qu'il nous convoquait tous, qu'il donnait, même aux domestiques qui travaillent à la maison avaient son droit de Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib, aka Cyril Modou Sall. Re-bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons sur le cercle ma chère Khan, qui est la fondatrice du podcast UBU, un podcast d'accomplissement de soi, de dépassement de soi et surtout de découverte de soi. Khan, merci beaucoup. Je suis enchanté. Bienvenue sur le cercle. Merci Habib, c'est un honneur d'être là. Merci pour l'invitation. Le plaisir est pour moi. J'ai écouté pas mal de tes podcasts. J'ai écouté celui que tu as fait avec Awa. Bon, que je cherche à avoir depuis quelques temps, mais elle est tout le temps occupée. Suite Sénégal. Ouais. Et aussi, je pense que tu as fait aussi un podcast avec Willy Boy sur la dépression, si je ne me trompe pas. Ça aussi, je l'ai écouté. Et j'ai aussi un ami à moi que tu as invité aussi, Matar Meng. The Great Matar. Ouais, The Great Matar, qui est aussi passé sur le cercle et avec qui j'ai beaucoup échangé en off, quoi. Et c'est quelqu'un de bien aussi. En tout cas, félicitations pour tout le travail que tu as dans ce cadre-là. Merci, toi aussi, tu fais un énorme boulot. J'adore aussi tes contenus, donc keep doing your thing. Thank you. Donc, parle-moi un peu de toi, de ton enfance. T'es né où? T'as grandi où? C'était comment à la maison? Alors, mon enfance, j'ai grandi à Dakar. Je suis née, j'ai grandi à Dakar. On a habité plusieurs endroits à Dakar, en fait. Djamalai, notamment. Ah ouais, je connais bien Djamalai. C'est vrai? Ouais. Moi, je suis presque née à Djamalai, on va Ah dire. ouais, donc t'es une lion, c'est ça? Non, même pas. Ah, ok. Même pas. On a vécu, je pense, 5-6 ans là-bas. Puis après, j'ai retourné à chaque fois. D'ailleurs, mon père avait son cercle d'amis depuis des années qui habitent toujours Djamalai. Son cercle d'amis de Scrabble. Donc, j'ai grandi entre Djamalai et Parcelles Unité 26, Boépéala. Boépéala. Rond-point 26. Voilà. Ah ouais. J'ai de bons souvenirs. Nous étions une famille de papa, maman et 2 sœurs, deux petits frères et aussi un cousin qui habitait avec nous. Alors, pour mon enfance, moi, j'étais un peu... I don't know, like, j'étais un peu la plus particulière, on va dire, de la famille. J'avais une forte personnalité qui s'est révélée très, très tôt. J'étais très bagarreuse, par exemple. Je me battais dans la rue, mais à chaque fois qu'on touchait mon petit frère, par exemple, je me battais mes becs et ongles, voilà, pour le défendre. À la maison, je m'entendais avec personne. J'avais vraiment pas d'alliés parce que j'étais au milieu, en fait. J'étais la plus petite des filles et après, j'avais 2 petits frères. Donc, les sœurs, là, étaient plus proches en âge. Donc, elles se liguaient contre moi. Donc, j'étais seule. Et je comprends. I know what you're feeling. En fait, tu voulais imposer ta place, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Après, avec du recul, je me disais, mais en fait, moi, j'essayais juste de montrer que, hey, I'm here. Yeah, j'existe. Et ça, je pense que je l'ai bien montré parce que, je me souviens, mes parents étaient profs d'anglais. Et donc, du coup, ma mère, elle partait très tôt. Elle finissait l'année plus tard que nous, vu qu'après, elle corrigeait les examens nationaux, BFM, tout ça.
Et donc, nous, on finissait plus tôt l'année. Et à chaque fois, elle angoissait de me laisser seule à la maison avec les frères et sœurs. Donc, c'est souvent qu'elle me confiait à la voisine ou tous les jours, j'avais droit à une liste de conseils, de consignes à respecter, etc. Mais ça ne servait à rien parce que le soir, elle rentrait, elle me trouvait avec des blessures, elle me trouvait avec les habits déchirés, Ah, les yeux comment rouges. t'étais anormalement anormal alors. Mon père, il en pouvait plus. Mon père, il disait, mais c'est pas possible, Tiane, mais tous les jours, faut que tu pleures, tous les jours. Et ça, je pense que même jusqu'au collège, je me souviens, jusqu'au collège, le matin, faut que je trouvais un moyen de bouder, de pleurer, Ah ouais. Non, ouais, je leur en ai vraiment fait voir de toutes les couleurs. Ah, Ça... non, mais c'est bien. Et quel était le meilleur souvenir d'enfance que tu as gardé dans tout ça? Un souvenir qui t'a marqué, quoi. Euh, j'en ai plein de souvenirs qui m'ont marqué. Euh, la plupart, c'était plus avec ma mère où, voilà, je mettais ma tête sur ses genoux quand elle finissait de prier. Je lui volais des bisous à la bouche, sur la bouche plutôt. Elle détestait ça, mais j'adorais l'embêter comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment des souvenirs d'amour avec ma mère qui est partie trop tôt. On va dire, j'avais 17 ans quand elle est décédée. Euh, et voilà, je garde les meilleurs souvenirs avec elle. D'autres aussi avec mon père où voilà, les dimanches par exemple, il mettait la musique à fond, il mettait du Bob Marley, il mettait du Jacques Brel, il va mettre du Louis Armstrong et après on s'asseyait, il va nous expliquer ce que dit la chanson du Kenny Rogers, surtout The Gambler. Euh, donc voilà, enfin c'est ça qui aura principalement marqué mon enfant. Ah, c'est bien. En fait, en même temps, quand j'écoute tes podcasts, je comprends pourquoi tu étais un peu bagarreuse parce que j'imagine que tu es une personne de principe, de valeur. Et bon, j'aime pas dire le mot féministe, mais bon, t'es quelqu'un qui défend en fait ce qui doit être, ce qui est juste, quoi. Je dirais l'égalité, l'équité, l'opportunité, le droit de choisir sa vie comme on le veut. Donc, quels sont les principes et les valeurs que tes parents t'ont inculqués et qui continuent de te guider dans la vie, quoi? Oui, je pense que ça a beaucoup trait à mon enfance, ça a beaucoup trait à l'éducation que j'ai reçue. J'ai beaucoup appris de mes parents, surtout de mon père, dans le sens où de la liberté d'expression, tout simplement, le fait de s'exprimer. Mon père n'obéissait vraiment pas au code de la société où il faut se tenir comme ça, il faut faire ceci, il faut se conformer. On n'a jamais été conformiste parce que toute sa vie, lui, il a vécu par principe. Et toutes les personnes qui le connaissent savent que lui, c'était un homme de vérité, c'était un homme de principe, et c'était un homme qui marchait vraiment en fonction, vraiment pour les valeurs qu'il défendait. Et donc, on a vraiment aussi grandi dans le fait d'exprimer son opinion. Ça, c'était très important. Très tôt, très vite, il nous a donné la parole. Il nous a laissé nous exprimer par rapport quand il y a des disputes dans la famille, qu'il nous convoquait tous, qu'il donnait. Même aux domestiques qui travaillent à la maison avaient son droit de, de Ah, veto ou de dire ah, de son sentiment. Donc, je pense que c'est ça qui m'a animée. J'ai toujours été animée par la défense, la cause en fait de la justice. Et j'aime pas l'injustice. Et j'aime pas qu'on brime les personnes. J'aime pas qu'on relègue la femme à une place inférieure parce qu'elle a vraiment sa place, comment dire, dans la société. J'avais une maman qui était professeure, qui était intellectuelle et qui était tout simplement épanouie dans son rôle de femme, d'intellectuelle, d'épouse, de mère. Donc aujourd'hui, je vis aussi avec ces principes-là et ces valeurs. super, super, super. En tout cas, c'est noble et c'est à saluer. Et ça se reflète aussi à travers tes podcasts, à travers tes prises de parole. Et je pense que on en a besoin, surtout dans un monde où le conservatisme est attaqué de gauche à droite. Maintenant, euh, parmi les sujets que je souhaitais en fait parler avec toi, c'est vraiment la notion du bonheur, du mariage et aussi euh,
le droit des femmes, parce que je pense qu'à travers tes podcasts, c'est toi si je sors souvent. D'habitude, d'abord, moi je suis un homme célibataire. Donc, en tant qu'une femme qui a connu le mariage, qui est mère, donc j'aimerais vraiment prendre des conseils venant de toi sur pas mal de sujets. D'abord, le bonheur. Comment tu définis le bonheur et comment tu l'entretiens tous les jours? Comment tu le maintiens pour que ça ne se file pas à travers les doigts? Parce que moi, à chaque fois que j'essaie j'ai toujours pris le bonheur comme un objectif, comme une cible, et que parfois j'ai du mal à l'avoir et à le tenir entre les mains. Chaque fois, ça file, quoi. C'est des petits moments, je me dis, non, c'est pas possible. Il doit y avoir une formule quand même. Alors, le bonheur, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'animais un atelier sur l'épanouissement de la femme à Lyon. Et c'était vraiment un moment d'échange où j'ai beaucoup appris aussi des autres femmes. Et je leur ai posé cette question, pour vous, c'est quoi le bonheur? Et j'étais surprise de recevoir tellement de réponses différentes. Ouais. Tellement de réponses différentes. Il y en a une qui m'a beaucoup fait marrer, une copine qui est vraiment gourmande. Malheureusement, elle s'appelle Tiane comme moi, qui m'a dit le bonheur, c'est manger pour moi. Et je l'ai admirée parce que manger aussi, c'est très bien. Je C'est suis trop beau. d'accord. Elle a raison de mesurer son bonheur là-bas. D'autres qui te disent c'est la santé, d'autres qui te disent c'est l'épanouissement, etc. Donc le bonheur est vraiment subjectif. Moi, ma réponse que je leur avais dit, c'est que le bonheur, c'est ma fille. Tu vois. Et on verra plus tard pourquoi je te dis que le bonheur, c'est ma fille. Pour beaucoup de raisons. Mais voilà, donc il n'y a pas d'absolu, Habib. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonheur défini en se disant ben, c'est ça le bonheur pour tout le monde doit aspirer à ça. Donc chacun a sa définition et sa notion du bonheur et on tend toujours vers ça. Ce ne sera jamais, comment dire, linéaire et ce ne sera jamais permanent, malheureusement, parce que la vie, ce n'est pas une courbe. Pardon, ce n'est pas linéaire, mais plutôt une courbe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qui, hier, était le bonheur pour moi, ne l'est forcément plus aujourd'hui. Parce que we set bars, right? On se donne des, je sais pas, on se donne des objectifs. Une fois qu'on les a atteints, c'est l'individu qui est comme ça. Hein. On va pas se dire je vais me limiter à ça. Ouais. Non. Je vais essayer d'atteindre, en tout cas moi je suis comme ça, je vais essayer d'atteindre le cap supérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut justement que ce bonheur puisse juste être, que ça puisse être atteint dans le respect des principes et, comme je disais, de ses propres valeurs. Ouais, mais quand les gens disent, par exemple, I want to be happy, je vais être heureux, est-ce que on n'est pas en train de retarder le processus? Je pense que parfois, à force de vouloir capter ce moment inoubliable, on peut oublier de vivre le moment présent, en fait. On peut être dans une quête éternelle, sans limite, d'un moment qui, bon, je le souhaite à personne, qui peut ne jamais arriver. Comment, en fait, du jour au jour? Parce que moi aussi, j'ai ce problème, surtout pour les gens, et j'ai beaucoup d'amis qui sont super ambitieux, qui travaillent dur, mais des gens qui sont en mesure de régler tous les problèmes du monde, sauf le problème de cœur, quoi. Parce que parfois, comme on dit, la raison, ça permet pas de résoudre tous les problèmes. Il y a certaines choses, c'est plutôt du sublime, quoi. C'est plutôt du divin, c'est plutôt de l'émotionnel. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient avoir, par exemple, une relation euh, heureuse, basée sur tous les principes que tu viens de dire, quels sont les conseils que tu leur donnerais? Alors, déjà, si on associe le mariage au bonheur, il y a un problème. Ok. Et pourquoi je dis qu'il y a un problème, c'est parce que ce n'est pas le mariage. Si tu n'étais pas heureux avant, ce n'est pas en espérant te marier ou être avec une personne que tu vas l'avoir. I don't know if you see what I mean. Ouais. En fait, c'est à nous de cultiver notre propre bonheur. C'est à nous d'essayer de, entre guillemets, nous suffire à nous-mêmes. Et c'est à nous de travailler pour être satisfait de ce qu'on a. Moi, je suis vraiment une partisane du carpe diem, vivre au jour le jour. Bien entendu,
we struggle all, right? Nous avons des traumas du passé, j'en parle souvent. Nous avons aussi forcément, on ne peut pas vivre non plus en se disant on ne pense pas à demain. Il faut forcément se projeter. Mais effectivement, en allant tout le temps vers le passé, le futur, on oublie le présent. Donc, il faut essayer de vivre cet instant présent. Comment en exprimant juste la gratitude, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on peut vraiment être reconnaissant. Et je pense que plus tu cultives la reconnaissance, plus tu cultives la gratitude, plus tu es heureux. Donc le bonheur, ce n'est ni matériel et ce n'est non plus pas à travers un mariage ou le fait d'être avec une personne qui va nous donner notre bonheur. Le bonheur, on se le construit soi-même et le bonheur, c'est juste le fait d'accepter et le fait de vivre le présent et d'être dans la gratitude, même dans les moments difficiles. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile. Très difficile. Très difficile à appliquer tous les jours, moi-même y compris. Mais on se rend compte que même si on avait tout ce qu'on voulait dans ce monde, tu verras qu'on ne serait pas satisfait, il nous manquerait toujours quelque chose. Ouais. Et pour juste en revenir à l'histoire du mariage, le fait d'être en couple, c'est important de se dire qu'on entre dans un mariage en entamant une nouvelle phase où on va apprendre l'un de l'autre, où on va être des partenaires, où on va se soutenir, où on va s'écouter, où on va être complices, on va être amis. Et c'est comme ça, en fait, on a la même vision des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être nos visions aussi peuvent être différentes, peuvent diverger, parce que chacun a libre cours à sa pensée, mais on regarde vers la même direction et on essaie de trouver des consensus. Donc c'est ça le mariage. Et j'assimilerai pas ça au bonheur absolu ou le fait de checker cette case en se mariant. Donc non, je comprends. Selon toi, le bonheur est une chose, le mariage en est un autre, quoi, et que c'est important de travailler sur son développement personnel, sur son état sentimental, émotionnel, avant de décider de se lancer dans la vie avec une autre personne, quoi. Que le mariage, c'est plus un partenariat, quoi, que plutôt une sorte plutôt un moyen pour résoudre son problème ou pour oublier son problème. Mais le mariage, c'est même plus dur que la vie de célibataire. Et franchement, si je peux conseiller une chose aux célibataires, c'est de profiter de leur célibat. Parce que, non, mais c'est beaucoup d'engagement, le mariage. Je pense que c'est vraiment un chemin spirituel. Il faut vraiment qu'on le prenne sous cet axe-là et qu'on sache ce qui nous attend. Il y a vraiment beaucoup de devoirs, que ça soit vis-à-vis du côté de l'homme que du côté de la femme. Et on devrait, même moi je me dis qu'il faudrait même faire des stages. Je sais que dans la confession catholique, ils le font maintenant, où il faut valider un stage, où ils font 3-4 mois avec un prêtre, où ils vont aller passer du temps avec des personnes. Ouais, moi j'ai vu des amis qui ont passé du temps avec des personnes qui ont eu un long mariage et qui apprennent d'eux, etc., pour se préparer vraiment au mariage. Parce que pour moi, le mariage, il est sacré, c'est un chemin spirituel. Et il faut se défaire aussi des idées de je marie l'homme parfait, je marie la femme parfaite. Je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup de problèmes quand on est en couple après ou quand on vit ensemble. Parce que tout simplement, à l'étape on va dire, de date, c'est différent. Parce que chacun va essayer de montrer le meilleur côté. Ou même peut-être tu ne montres pas le meilleur côté, mais quand vous voyez, tu vois, en tout cas nous, dans notre tradition, on vit pas ensemble, on n'habite pas ensemble avant de se marier, donc on se voit pas tout le temps. Les seules fois où on se voit, c'est pour passer des moments de qualité. Alors que là, ça va être un gros shift. On va vivre ensemble, on va voir tous les défauts à nu de la personne, on va voir aussi ses qualités. Donc, c'est juste une autre étape où toutes les choses qu'on embellissait peuvent être juste, on les voit en fait à leur vrai état. Et c'est là-bas où le travail devra se faire, quoi. Non, je comprends. Maintenant, par exemple, donne-moi toi chose que tu as appris du mariage. Imagine, avant le mariage, il y avait peut-être toi stéréotype ou toi principe ou toi valeur auquel tu croyais avant le mariage. Et puis là, avec le recul, tu te dis, ah, ça, c'était vraiment du n'importe quoi. Ça reflète pas la réalité. Donne-moi une comparaison entre des vérités auxquelles tu croyais et qui ont changé entre-temps. Non, en y pensant là, je suis émue. Je suis émue, pourquoi? Parce que
Moi, mon mariage, de toute façon, m'a surprise, tu vois. Je me suis levée presque du jour au lendemain en me disant, allez, je vais me marier. J'étais très jeune et je mesurais pas tout simplement l'ampleur du mariage, pour être honnête. J'étais pas assez préparée. Je sortais du monde des bisounours et je me disais, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. I'm just gonna get married. Et pourtant, moi, c'était pas non plus comme la plupart des jeunes filles où c'était pour écouter avoir le bongoman qui arrive. Ouais, j'en ai vu ces genres de choses. Juste pour une question de cérémonie, moi, j'étais même pas allée à Dakar pour mon mariage, j'étais ici. Enfin, j'ai fait un truc très sobre et tout. Voilà, donc quand même, il y avait cette maturité où je me disais, je pense à l'après, c'est pas ça le plus important. Mais je pense que si c'était à refaire, j'aurais juste pris du recul et j'aurais juste peut-être mieux écouté les aînés ou prendre peut-être des conseils à gauche et à droite. Donc, la première chose, c'est important d'embarquer toute sa famille et ses amis dans ce contrat de mariage-là. C'est important d'avoir tout le monde sur la même longueur d'onde, ouais. Sur la même longueur d'onde. Toutes les personnes, en tout cas, que nous aimons, qui sont proches de nous, qui nous veulent du bien, de les avoir on board, right? Parce que forcément, ces personnes-là vont intervenir dans le mariage, vont nous conseiller, vont être là pour nous consoler, etc. Donc, c'est important de partir sur de bonnes bases. Donc, les jeunes, c'est important d'écouter vos parents, d'écouter vos aînés sur les conseils qu'ils vous donneront avant de vous marier. That's the rule number 1. Yes. The rule number 2. Moi, j'avais envie de dire, même avant de parler de rules, c'est genre, ne vous mariez pas. Non. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on se marie. Si la famille nucléaire existe, c'est pour une raison. C'est pas de l'utopie, ni de l'hérésie. Allez-y. Mais bon, mais faut pas m'écouter. Hein. Moi, je suis pas encore marié, donc je connais absolument rien. Donc, je suis pas le conseil le plus approprié pour ce genre de questions. Moi, quand je vois des collègues me dire on se marie ou des gens qui me disent j'ai dit oh non. Ah ouais, à ce point? Non, mais je rigole. Je jure, j'étais avec un autre collègue qui aussi est divorcé. On s'est regardé et il a dit oh là là. Ouais, c'est fou, hein. Moi, tous mes. Ils savent pas ce qu'ils font. Ah ouais. Ah ouais, là, tu me fais peur, là. Non, je rigole. Non. Mais après, j'avoue que c'est une étape crucial dans nos vies, quoi. Je pense que c'est une phase tournante. Hein. Tu peux vraiment refaire ta vie en choisissant la bonne, mais si tu rates ce choix, ta vie peut virer en cauchemar. C'est pas des blagues, hein, le mariage. Absolument. Ouais, une chose aussi que le mariage m'a appris, parce que j'ai donné rule number 1, the rule number 2 would have been, ou bien même rule number, ça dépend, on va voir un peu en fonction de trucs, mais j'aurais dit, quand vous voyez des red flags, avant même de se marier, quand vous voyez certains red flags, run. J'ai envie de dire, run. Get the hell out of there. Yeah. Parce que on a tendance à dire, Lunduyo Singorobi, Fenti Seibi. C'est-à-dire ce que tu vois là pendant que vous sortez ensemble. Mais ça ne va pas changer quand vous allez vous marier. Donc arrêtez de dire don't marry potentials, comme on dit. Don't marry a potential. Ne te dis pas, oui, mais il va changer. Oui, mais moi, j'ai la vocation de. Et je pense qu'on part vraiment dans une guerre en se disant, ouais, je vois ça, mais je ferme les yeux. Je vois ça, ça ne m'arrange pas, mais je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Jusqu'à ce que vous vous mariez, mais la personne ne va pas changer parce que tu l'as connue comme ça et ça va être pire. Les filles qui se font tabasser pendant qu'elles sortent ensemble avec le mec, tu crois qu'il va t'épargner quand vous allez être ensemble? Non. Les filles qui se font insulter. Pardon. Et même vice-versa, il peut y avoir aussi des femmes qui sont aussi très insecure, qui vont être hyper jalouses, qui vont te mener la vie dure, etc., etc. Donc, c'est de deux côtés. Et vraiment, tu vas juste transformer ta vie en enfer. Donc, quand vous voyez certains red flags, même si vous aimez la personne, aimez-vous plus que vous-même, quoi. Aimez-vous plus vous plutôt que l'autre. Pensez à vous. Et faites les bons choix avant de venir détruire tout ce que vous aviez construit jusque-là en étant avec la mauvaise personne. Rule number 3. Rule number 3 que m'a appris le mariage,
c'est que c'est bien de faire des concessions, mais il ne faut pas s'oublier. Il faut s'écouter soi-même. Il faut se respecter soi-même. Cette notion de en se mariant, on fait des sacrifices, ça dépend de quel sacrifice on parle. Si c'est des sacrifices qui vraiment te coûtent, qui coûtent même ta propre personne, où tu n'as plus d'identité tout simplement, tu vis pour l'autre, et bah tu ne vis plus. Parce que le mariage est supposé, emphasize ce que tu étais avant. Ouais. Donc, ce que tu étais avant ou ce qui germait en toi devrait se sublimer et pas le contraire. Et voilà. Donc, en étant avec des personnes qui nous disent, qui nous ramènent tout le temps vers le bas, qui nous disent des choses négatives, etc., forcément, ça aura des répercussions sur nous et on va plus s'écouter, on va s'oublier et petit à petit, on va s'éteindre, tout simplement, et pas heureux. Parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. En même temps, tout à l'heure, tu disais que c'est important que la famille, les amis proches soient sur la même longueur d'onde. Ça m'a fait rappeler le podcast que tu as enregistré sur l'histoire des castes. Bon, j'ai oublié le nom de l'invité. C'était avec qui? Avec Est Cuisine. Ah ouais, avec Astu Cuisine, ouais. En fait, je me dis, ouais, mais quand même, si tu vois l'histoire des castes qui existent toujours au Sénégal, moi, j'ai eu des amis qui étaient vraiment amoureux d'une fille, mais grâce à ces histoires-là, ça n'a pas pu aboutir. Donc, est-ce que c'est possible de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, sachant les réalités africaines, culturelles, traditionnelles que nous avons dans notre pays, et que moi, je suis prêt à dire que 80% des mariages qui se font dans nos pays ne se font pas sous la bénédiction totale et absolue de toutes les personnes de la famille, quoi. Bien entendu, forcément. Tu sais, les parents peuvent se tromper. Il y en a qui vont te dire, oui, je ne vais pas te donner un tel parce qu'il n'est pas riche. Je ne vais pas te donner un tel parce qu'il est Gewel ou Tegu ou je ne sais quoi. Parce que, tout simplement, moi, je me dis, l'être humain n'est pas parfait. Les parents le sont encore moins. Tu vois, moi j'aurais jamais connu ce genre de problème, pour être honnête, parce que je sais que mon père nous l'a dit nous disait depuis que nous étions petites, quelle que soit la personne que vous aimez, je vais vous soutenir. Ouais. Et c'était quelqu'un qui était là en train de dire, tu fais des erreurs, mais c'est ta vie. C'est-à-dire, je te laisse te construire toi-même, faire tes propres erreurs et apprendre de tes erreurs. Donc, si le parent, moi je sais que même si mon père me disait, là, tu es en train de faire une erreur, parce que c'est arrivé, où il me disait ça, mais il me dit, je te donne quand même ma bénédiction, vas-y. Et même au cours du cheminement, je me rends compte que, papa avait raison. C'était pas le type de papa qui venait te dire, je te l'avais dit. Au contraire, il va t'accueillir les bras ouverts, il va te câliner et il va te dire que j'ai confiance en toi, tu vas y arriver et je serai là pour toi. Donc, je pense que c'est important que les parents sachent le rôle qu'ils devraient jouer dans la vie de leurs enfants, en leur donnant les clés, en leur donnant les conseils qu'il faut, mais en les laissant vivre leur vie. Donc, c'est différent. Moi, je dis, il faut écouter l'avis de tous et faire son propre choix. Par exemple, si j'ai ma sœur qui dit non, j'ai mon père qui dit non, j'ai tout le monde qui dit non et j'y vais quand même, même si c'est pour une question de casse et que j'ai raison, le jour où t'es dans la merde, ouais, t'es foutu. Il y en a beaucoup qui ils n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de famille. Ils vont dire, tu vas te retrouver dans un cercle où tu vas te dire, mais je ne peux plus retourner en arrière, etc. De toute façon, ma famille ne veut plus de moi, etc. Et ça devient un cercle vicieux et ça devient toxique et tu t'es seul toi-même. Donc, des deux côtés, je pense que pour ceux qui vivent ce genre de problème de casque où les parents s'y opposent, la meilleure solution, c'est de juste essayer de les convaincre autrement. Tout simplement. Ouais. En même temps, les gens aussi doivent comprendre que c'est normal de faire des erreurs dans la vie. En fait, le mariage n'est pas une fin en soi. En fait, même le divorce, c'est légal dans notre religion, dans l'islam, même si c'est pas recommandé. Juste pour dire que personne ne va se marier en se disant je vais peut-être divorcer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est juste, on se marie parce qu'on a l'espoir, on a la confiance, on a en fait cette volonté de construire avec quelqu'un.
Mais ça ne veut pas dire que cette entente qui existe, cette concession qui existe, cette manière de voir le monde qui existe entre nous, entre deux personnes, ça ne veut pas dire que ça va continuer jusqu'à la fin du temps. Les gens grandissent, les gens évoluent, les gens changent, quoi. Et c'est important. Je pense que le rôle d'un parent, c'est vraiment d'éduquer son enfant, de lui donner les outils nécessaires et après de le laisser découvrir la vie, quoi, expérimenter. L'essentiel, c'est de ne jamais faire une grosse bêtise, quoi. Tant que tu fais pas de grosses bêtises, on peut toujours apprendre de ses erreurs et grandir, quoi. Parce que je pense qu'il y a des parents qui sont super perfectionnistes. Par exemple, moi, bon, mon père va me tuer, mais c'est pas grave. Par exemple, moi, j'ai un père stoïque, quoi. Du genre, le mec, il n'a pas d'émotion, quoi. Genre, même, même quand je terminais tout le temps en premier, tu vas jamais entendre bien fait, félicitations, non, rien du tout, quoi. Du genre, jamais de mots d'encouragement. Mais après, je compris. Avec l'âge, je me suis dit, il a grandi ainsi. C'était une autre génération. Et je comprends. Pour lui, en fait, l'amour, ça se montre à travers le travail acharné, le fait de prendre soin de sa famille, d'être là tout le temps pour sa famille. Et je comprends. Mais moi, ma définition de l'amour, avec l'expérience, là, cette expérience que j'ai vécue, j'ai du mal à accepter les compliments parce que quand j'étais petit, j'en ai jamais reçu. Je bosse comme un dur parce que c'est ça ce qui est normal. L'excellence, pour moi, c'est la base, quoi. C'est pas, oh, mais c'est la base, tu Wow. vois, un peu. Mais ça a des inconvénients et ça a des avantages. Mais c'est à moi, en fait, de tirer le maximum de ce qui s'est passé dans mon enfance et d'avancer. Et surtout, de dire que, OK, je vais pas être comme mon père dans ce côté-là. Je serai émotionnellement présent, je sais encourager les gens. Quand j'aurai des enfants, franchement, je vais leur montrer, la première chose que je vais leur apprendre, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais tout ça, en fait, quand tu arrives à la fin, la conclusion, c'est que c'était bénéfique. Même s'il y a il y a eu des hauts et des bas, mais c'était vraiment bénéfique pour moi dans la vie d'être passé dans cette étape-là. Mm. Absolument. Mais c'est là où peut-être nos avis vont diverger, et diverger plutôt. Et c'est différent. Enfin, chaque personne fait ce qu'il veut, on va dire, de son enfance et de son histoire. Parce que, tu vois, mon père aussi, pour autant, il avait eu une enfance dure. Dure dans le sens où il n'a pas grandi avec ses parents, où c'était l'éducation aussi à la cravache, l'éducation à la dure, vraiment. Et je pense que ça l'a tellement... Peut-être que c'était juste parce que lui, c'était une personne sensible et il n'a jamais levé la main sur nous. Il nous a jamais imposé des choix depuis mais qu'on était tout petit. C'est... Même si on touchait la bougie, là, et que ma mère disait, non mais, faut pas toucher la bougie, tu vas te brûler. Il va dire, mais laisse-la toucher. Je me souviens de ce genre de choses où il y avait coupure de courant, elle a joué avec la bougie et tout. Il va dire non, laisse-la ou attends même, je vais essayer de la brûler un peu. Comme ça, elle saura en touchant cette bougie que ça fait mal et elle va expérimenter. Lui, c'était quelqu'un. Et franchement, des fois, j'ai eu à lui en vouloir. Et c'est plus tard que j'ai compris son style de paternité où c'était pas qu'il s'en foutait. Mais il s'est dit, I'm gonna let her live her life. Tu vois, quand je suis partie en Europe très très tôt et que je me dis, mais pourquoi mon père ne m'appelle pas tous les jours comme tout le monde, qu'il s'inquiète pas autant, etc. Et que sa phrase favorite, c'était, tout le monde est barne. I'm like, non, mais c'est facile, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien de se dire, non, mais c'est bien de vivre certaines expériences parce que ça te force, je veux pas de ça, quoi. Mais tu te rends compte que it's a blessing, que tu n'es pas un parent derrière toi qui te dit, mais t'es pas assez, ou t'as pas fait ceci très bien, ou ce que tu as fait, c'est bon, je veux dire, c'est ordinaire. Lui, il était là en mode, il en faisait même limite de trop. À chaque fois qu'il nous présentait dehors, il va dire, elle, c'est Tiane, c'est la première de sa classe, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais après, je lui dis, mais papa, mais arrête. Il dit, mais... et il lui disait, mais arrêtez d'être humble comme votre mère, arrêtez. Il était fier, quoi. Il était fier et il célébrait, en fait. Il célébrait les moindres victoires et il nous encourageait vers l'excellence en nous félicitant, en nous, par aussi comment dire, des jeux ludiques. Je donne juste une anecdote et je m'arrête là. Par exemple, moi, j'ai commencé à bien travailler en classe, parce qu'avant, j'étais bien, mais je cherchais pas plus, tu vois. Et une fois, quand il m'a dit, cette année, parce que lui, la règle dans la maison, c'est quand tu as le bac, tu as le portable. Sinon, tu n'auras pas de portable. Ok. Et donc, je dis pas. Il me dit, cette année, j'étais en seconde.
si tu termines meilleur de ta classe avec une moyenne de 14, je te donne ton portable. Je dis, OK. Et bah, l'année même, non seulement j'ai terminé avec une moyenne de plus de 14, je crois, j'étais la meilleure de ma classe, mais j'étais la meilleure de tout le lycée, de toutes les terminales, de toutes les secondes. Ah, Et super. la morale de l'histoire, c'est que j'ai continué sur ce chemin. Parce que pour moi, ça m'intéressait pas plus que ça d'être meilleur ou pas meilleur, tu vois. Mais c'était le portable que je voulais pour boulot, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'à travers le jeu, qu'à travers la carotte, etc., je me suis découverte cette passion de bien travailler et ça a continué. Donc, chacun sa sauce et chacun, ouais, on va dire... mais ça montre en fait la différence, que la beauté de l'expérience humaine, quoi. Que même dans les pires circonstances, on peut en sortir grandi, accompli, quoi. Tu vois. Qu'il y a pas, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas une ligne linéaire, que la vie est zigzaguée, quoi. L'essentiel, c'est de savoir d'où on vient et d'avoir une vision et de travailler dur tous les jours, quoi. Et surtout de connaître ses défauts, quoi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très consciencieux, quelqu'un qui connaît ses défauts, ses limites, mais aussi ses points forts. Même si je cherche tout le temps à transformer ses points faibles en points forts, mais ça, c'est un parcours, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que le fait d'en être conscient, ça peut changer beaucoup de choses. Ça te permet de prendre un recul quand certains événements se déroulent et tu te dis, OK, pourquoi je me suis réagi de cette manière? Why I'm feeling a little bit anxious? What's going on? Something is going on. Parce parfois, il y a des facteurs qui sont purement génétiques, hein. Tu n'arrives pas à trouver la réponse logique. Mais à force de parler avec tes parents, tes grands-parents, de découvrir le soir de la famille, tu te dis, ah, je comprends pourquoi quand je suis dans cette situation, je me comporte de telle ou de telle manière. En fait, c'est bien de se comprendre. Absolument. Et c'est important aussi comme tu dis, de comprendre. Il y a des choses qu'on hérite sans même le savoir. Je parle tout le temps de generational trauma. Ce generational trauma, je donne juste l'exemple du divorce, par exemple. Quand tu as vécu dans une famille où tu n'as vu aucune femme divorcée, de lignée en lignée, etc. Quand tu as vécu dans un foyer où qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ta mère est restée, etc. Donc, toi, dans ton mécanisme, tu vas te dire, bah, je vais accepter ça, je vais continuer ça parce que voilà, c'est comme ça que j'ai été éduquée et c'est ça que je connais. Si je ne le fais pas, je ne rends pas honneur à mes ancêtres. Et moi, j'ai fait ce travail-là justement en divorçant parce que je me sentais coupable tout simplement. J'ai pas vu ma mère le faire et pourtant peut-être elle avait beaucoup de raisons de le faire. J'ai pas vu ma grand-mère le faire alors que ouh là là, elle c'est l'exemple du stoïcisme parfait. Et toi, tu es là entre voilà. Est-ce que je continue cette tradition ou est-ce que je la coupe? Et ce qui m'a aidé tout simplement, c'est en coupant ce generational trauma en me disant en me posant juste la bonne question. J'ai une fille, est-ce que demain, je veux qu'elle subisse les choses que je subis? Est-ce que demain, tout simplement, si je ne suis plus là et que je ne peux pas la conseiller, forcément, tu vas aller demander ou tu vas voir ce que ta mère faisait et tu vas faire la même chose. Est-ce que j'ai envie qu'elle choisisse de rester malgré qu'elle ne se retrouve plus dans ce mariage? Non. Donc, c'est à moi de montrer ce chemin. Et ça, c'est dans chaque chose que je fais. Chaque chose difficile, chaque décision difficile que j'aurai à prendre, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans ma vie intime ou privée, ça va être est-ce que j'ai envie que ma fille le vive et comment j'aurais aimé qu'elle réagisse ou qu'elle fasse si j'étais plus là. Donc je commence à le faire par moi-même. J'ai vraiment coupé ce cordon pour elle, pour que demain elle ait tout simplement le choix. Qu'elle reste, qu'elle ne reste pas, ça restera son choix. Qu'elle décide d'être telle personne et pas conformiste justement, ça restera son choix. Mais elle verra qu'elle aura un role model. Elle aura sa maman qui aura pris telle ou telle décision et ça lui aura réussi, tout simplement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en disant le bonheur pour moi c'est ma fille parce que c'est elle qui est mon barème en fait. C'est elle que je regarde et quand je fais face à des situations difficiles, c'est comme si en fait j'étais en train de lui paver le chemin. Le podcast que je fais là, tout ce que je fais, si demain je suis plus là, malheureusement, je pense beaucoup à ça vu que j'ai perdu mes parents très tôt. Je me dis, je veux qu'elle soit fière de sa maman et je veux qu'elle puisse, en fait, prendre de tout ça là et se forger avec ça et croire en elle et avancer dans la vie. Ouais, waouh, waouh. Elle va me faire pleurer là. Donc, c'était ça ma prochaine question en fait. Qu'est-ce que
ta fille t'a appris, mais t'en as parlé un peu. Mais dans le sens inverse aussi, t'as parlé des principes que tu essayes de léguer à ta fille, mais qu'est-ce que ta fille t'a appris en fait dans la vraie vie? Depuis que tu l'as eue, comment ta vie a changé? Comment la manière de voir le monde a changé, quoi, ta manière de voir le monde? Alors, elle m'a appris une chose, c'est la patience. Ouf, c'est la patience. Depuis qu'elle est née, tout simplement, le fait que tu te dises, et le fait d'être selfless, le fait de ne plus être égoïste. Parce qu'avant, c'est comme, peut-être, je dis pas, c'est moi qui comptais, mais je m'occupais, j'avais personne qui m'occupait. Et là, j'ai une personne qui dépend de moi. J'ai une personne dont j'ai la responsabilité. J'ai une personne qui est non seulement une fille et qui va regarder forcément sa mère. Donc, j'ai beaucoup de, comment dire, j'ai beaucoup de pression. Comment je vais faire pour y arriver, hein? Donc, le fait même de m'aimer moi-même, c'est lui rendre service. Et je m'en rends compte quand des fois je ne suis pas bien, je suis impatiente avec elle. euh, et je me dis, mais si mes parents avaient été de la même manière, est-ce que je serais la femme que je suis aujourd'hui? Non. Donc, elle m'apprend tous les jours, à être patiente. Ouais. Elle m'apprend ce que c'est que l'amour, le vrai. Le vrai. Quand aujourd'hui, elle reste ma priorité sur beaucoup de choses et que je me laisse un peu guider par son amour et je me laisse un peu guider, voir un peu le monde à travers ses yeux d'enfant, c'est magnifique. C'est le plus beau cadeau sur Terre. Et je sais, malheureusement, qu'aujourd'hui, on est en 2023, mais il y a beaucoup de batailles à mener pour les femmes. Je ne me revendique pas forcément féministe ou je veux dire comme ça, like that, mais si c'est le terme aujourd'hui qui me définit parce que je veux un monde meilleur pour ces femmes-là, alors oui, je suis féministe à 100% parce que je veux que tous les combats, toutes ces inégalités qui existent entre les hommes et les femmes disparaissent d'ici à ce qu'elles soient grandes. Je sais que c'est très ambitieux, euh, mais vraiment c'est mon combat quotidien. Qu'elles ne vivent pas avec les stéréotypes qu'on donne à la femme. Une femme doit être ceci, une femme doit être là. Il y a tellement d'exigences et de pression. Je veux qu'elle grandisse le plus innocemment possible et qu'elle ne se limite pas parce qu'elle est une femme. Ouais. It's a huge work. Ouais. Et surtout dans un monde où quand même on est une minorité. Je parle de la vie en France où on est une minorité. J'apprends tous les jours à ce qu'elle s'aime, à ce qu'elle s'accepte comme elle est, qu'elle accepte ses cheveux, qu'elle accepte sa peau noire, qu'elle se donne la liberté de parler et d'avancer petit à petit dans ce monde pour prendre sa place, tout simplement. Ouais, super, c'est noble, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est fou, c'est vrai que vivre en France, c'est une autre chose. Mais t'as abordé un petit peu les stéréotypes. Comment tu fais pour te réinventer tout le temps? Parce que j'imagine que Can, à l'âge de 18 ans, n'est plus la même Can après le mariage, avant le mariage. Can, depuis que tu as commencé les podcasts aussi, tu n'es plus la même Can parce que tu as pu en fait apprendre, écouter, échanger avec des personnes exceptionnelles. Et surtout, en tant qu'une femme, parfois la société nous impose différents rôles. On a tellement de charges et de pression sociale en tant que femme que parfois, parce que moi aussi, j'ai toi ça, je grandis avec des femmes, donc je me sens mieux à l'aise avec même les femmes, quoi, parce que je grandis avec des femmes. Donc, j'ai beaucoup d'amis aussi femmes, donc je connais un petit peu les réalités de certaines femmes. Et parfois, je leur demande, mais comment vous faites en fait? Comment vous pouvez aller travailler, revenir, préparer à manger, nettoyer la vaisselle, faire le ménage, prendre soin de vos enfants, puis prendre soin de tout le monde, et puis vous ne vous plaignez jamais, quoi. Comment vous faites? C'est pas possible. Donc, comment tout le temps, tu te réinventes tout le temps? Comment tu gardes la tête sur l'eau, quoi? Ouais. Alors, du coup, il y a plusieurs réponses. Hier, j'avais partagé une citation que j'avais vue sur les réseaux qui était tellement poignant, où il disait que les femmes d'aujourd'hui, non seulement veulent être parfaites au boulot, et aussi se donnent beaucoup de contraintes
en voulant aussi être parfaite à la maison, en faisant à manger, en faisant toutes les tâches ménagères, etc. Et en même temps, tu vas être parfaite en tant que femme aussi, tu vas t'occuper de toi-même, etc. Et tu vas être parfaite professionnellement. They are tired, right? Les femmes d'aujourd'hui, avec tout ce qu'elles endossent, sont fatiguées. Est-ce que maintenant, ça va être à l'homme de venir aux hommes de venir nous sauver? Je ne pense pas, n'est-ce pas? C'est à nous aussi de tirer la sonnette d'alarme et de dire stop. Dans l'atelier que j'ai animé justement la semaine dernière, on a eu cette discussion où on se dit c'est nous-mêmes qui nous mettons toutes ces pressions en fait. C'est nous qui voulons être parfaites pour la belle-mère, pour le mari, pour nos enfants, pour le voisin, pour nos sœurs, pour notre boss, pour le boulot, pour la société. Ça en fait juste trop. Donc moi, la façon dont je me réinvente, c'est que j'essaie juste de m'écouter moi-même. J'essaie juste comme je disais, on se met des objectifs, on essaie de les atteindre avec les moyens qu'on a. Et j'y vais step by step. D'accord? Je ne cherche à impressionner personne. Je ne cherche à plaire à personne. Because I used to be that people pleaser. J'étais vraiment ce genre de personne. Il faut que tout le monde soit content de moi. Il faut que papa soit fier. Il faut que maman soit fière. Il faut que même ma mère, de là où elle était, parce que mon père est décédé il n'y a pas longtemps, mais toute ma vie, j'ai essayé de rendre maman fière, en fait, alors que maman, elle est partie. Et tout ce que je faisais, c'était, par rapport aux autres, même mes choix, les choix les plus difficiles que j'ai eu à faire. Donc, à un moment, j'ai dit stop, je m'écoute moi. Ce que les autres pensent de moi, ça les regarde, ça reste leur avis. Mais ce qui est important, c'est ce que moi, je pense de moi, ce que j'aimerais cultiver. Et tous les jours, malgré l'adversité, comment je me réinvente? C'est dans l'adversité que je me réinvente. Et Dieu sait que j'en ai eu des épreuves. Et Dieu sait que je continue à en avoir. Mais je continue à mener les actions qui sont en mon pouvoir. Je suis jamais quelqu'un qui reste là les bras croisés en attendant que le sort fasse ce qu'il a à faire. Je suis quelqu'un de très spirituel. Je suis très croyante. Mais je suis dans l'action. Le musulman ou le croyant se doit d'être toujours dans l'action, même quand une épreuve nous atteint. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir ce qu'on appelle dans l'islam le tawakkul. Ouais. Le tawakkul, c'est quoi? C'est de faire des actions et d'attendre maintenant. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et il y a des choses qu'on peut contrôler. Donc, je fais jusqu'au bout de ce que je pouvais faire et je m'en arrête là. Et j'attends que le bon Dieu fasse son décret. Et c'est ça aussi, avoir la foi aussi. Hein. C'est avoir la foi, c'est avoir l'espoir dans un avenir meilleur, que Dieu est là pour tout le monde. Que peut-être son plan est plus parfait que mon plan actuel. Que le plan de Dieu est toujours ultime. Hein. Même quand tu vas en Wolof, parfois, ma grand-mère qui me disait « Soy ñaan yàlla ñaanal mu def lu gën ci yow, pas yow lu nga bëgg », quoi, tu vois. C'est important. Hey, I struggle with that every day. Moi, je prie Dieu pour avoir quelque chose et la chose, elle arrive. Ou la chose, elle n'arrive pas. Ou la chose, elle arrive, mais vraiment dans des circonstances compliquées. Mais tu te dis, mais comment je fais? Et là, tu te dis, des fois, on dit que Nyan Bundangu sonal borom. C'est toi qui l'avais demandé, donc assume les conséquences. Ou des fois, des choses qui n'arrivent pas et c'est difficile en tant qu'humain de se dire, mais I wanted this thing so bad and it's not happening. Why it's not happening? Et à chaque fois, j'essaie de faire cette lecture holistique en me disant, hey, calm down. Là, tu peux pas savoir ce qu'il va y avoir demain. Là, tu peux pas savoir. Seul Dieu sait. Remets-toi à lui. Vraiment, j'ai fait des actions, je voulais ça absolument. Et là, je vois qu'il y a tellement d'obstacles qui font que je ne peux pas l'avoir. C'est frustrant, c'est dur, mais je recule. Et je me dis, c'est parce que c'était pas le plan de Dieu pour moi. J'espère juste, et c'est ce qu'il fait en général, qu'il y aura something better qui va arriver. Donc voilà, essayons de nous construire dans cette positivité, essayons de laisser place à Dieu aussi dans notre vie. Non, mais parfois c'est donnant, parfois la vie est une comédie. Moi, je te raconte une anecdote par exemple. Bon, c'est vrai que c'est un peu personnel, mais en fait, je suis sorti depuis l'âge j'ai 30 ans, donc depuis l'âge de 20 ans, ça fait 10 ans, j'essaie vraiment de trouver la bonne, tu vois, pour me marier, quoi, tu vois.
Donc, je suis sorti avec 3 filles différentes. C'était des relations sérieuses, mais toutes les 3 filles avaient des parents divorcés, tu vois. C'est des filles qui ont grandi dans des familles où le père n'était pas présent. Donc, elles ont un petit peu une relation très, je dirais, tendue avec les hommes, quoi. Parce que pour elles, un homme, tôt ou tard, il va partir. Il sera jamais loyal, il sera jamais fidèle. Donc, du coup, peu importe ce que je faisais, ils attendaient à ce que je fasse une erreur, quoi. Donc là, tu vois, c'est un peu dur. Donc là, à chaque fois que je rencontre une nouvelle fille, la première chose que je lui demande, est-ce que tes parents sont toujours ensemble? Parce que après, il y en a eu la dernière, là, c'était pareil. Je me dis, mais come on, God, come on. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, là? Pourquoi? Parce que la vie est une comédie, quoi. Genre, parce que moi, j'ai grandi dans une famille, tu vois, où mes parents sont toujours ensemble. Je sais ce que c'est que le mariage, le bonheur, le respect, l'échange. En fait, j'ai eu des modèles parfaits de mariage, quoi. Donc, et chaque fois, je tombe sur des gens qui, en fait, leur père laisse tomber, quoi. Je me dis, mais come on, God, come on, like, I've been Et tu sais pourquoi? Moi, j'ai ta réponse. Et c'est parce que tu tombes peut-être amoureux d'un certain type de personnalité. Et c'est en général les filles qui n'ont peut-être pas eu ce côté paternel ont une forte personnalité. Oui, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va. Elles se respectent, ouais. elles vont pas attendre que tout leur soit donné, voilà, sur un plateau en argent, etc., etc. C'est des filles qui ont galéré et forcément c'est ce type de personnalité qui t'attire parce que voilà, tu veux une femme indépendante peut-être sans le savoir inconsciemment. En même temps, il y a cette envie de vouloir aider, quoi, parce que parfois c'est des gens qui galèrent un peu dans la vie et tu veux aider, mais émotionnellement. Après, émotionnellement, tu vois, après tu te rends compte que mais tu peux rien faire, quoi, parce que peu importe ce que tu fais, elles pourront jamais en fait casser les murs. Surtout leurs murs de Berlin. Hein. Moi, je les appelle les murs de Berlin. C'est pas évident. C'est pas évident. Toi, tu dois avoir aussi le syndrome du sauveur où, en fait, tu veux sauver le monde entier, tu vois la faille, mais il faut travailler sur ça parce que, voilà, faut être responsable juste nous de nos propres émotions et des fois, il faut être égoïste et pas s'embarquer dans des histoires. Personne ne peut sauver personne. Ouais. Je suis d'accord. Et en fait, ce terrain de personnalité, ça marche bien dans la vie professionnelle. C'est pour ça que dans la vie professionnelle, j'ai toujours eu, ça a toujours été facile pour moi parce que je suis quelqu'un de très orienté résultat. Je fais ce qu'il faut. J'ai pas besoin de motivation, de discipline ou quoi que ce soit. C'est le travail, ça doit être fait. Ça doit être fait de la plus belle des manières. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux pas contrôler les humains. Tu peux pas, en fait, orienter, diriger, guider. Parfois, tu dois juste être là et puis laisser les choses se passer comme ils se doivent, quoi. Mais ça peut être difficile parce que tu te dis, j'ai pas de contrôle. Il y a rien que je puisse faire. Et c'est chiant, quoi. C'est comme si, tu vois un peu. C'est pas facile. Je pense qu'il faut juste trouver la bonne balance et je pense que on peut pas non plus se mettre dans une relation et se dire je vais pas m'investir, tu vois, je vais pas essayer d'apporter quelque chose à la personne, mais il faut que ça soit constructif, il faut qu'aussi l'autre soit réceptif et il faut que ça soit un partenariat. Moi, je préfère même le terme partenariat à mariage parce que c'est pas que le mariage c'est pas bien, mais c'est un terme qui est tellement lourd et rempli de responsabilités et juste pour nous alléger un peu et se dire qu'on essaie d'apprendre l'un de l'autre, on essaie de se prendre la main dans la main et de cheminer ensemble vers notre idéal, tout simplement. Et en s'apportant des choses, en étant là pour l'autre, etc. C'est important de savoir quel rôle jouer et quand le jouer. Si toi, tu peux pas remplacer le père. Il y a des femmes ou des personnes qui cherchent à combler le manque vers le sexe opposé, en fait. Tu n'as pas eu de père, tu vas t'attendre à ce que ton partenaire soit ce père-là. Non. Tu n'as pas eu de mère, tu vas t'attendre à ce que ta partenaire soit ta maman. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est important de mettre juste ses limites et d'essayer de se construire d'abord par soi-même et avant de pouvoir construire une relation avec une autre personne. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Juste quelques questions avant qu'on boucle parce que je ne veux pas te retenir ici pour longtemps. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te la pose souvent? C'est là le nec. C'est là le nec. Oui, je comprends. En tant qu'immigré, ouais. Manque si diable.
Non, ça me fait juste penser à la question que Meghan Markle, qui est beaucoup critiquée, mais voilà, que j'adore cette dame, euh, où elle disait Nobody has really asked me how I am, like, how are you? How you Et doing? yeah, les gens, des fois, ils demandent juste comment ça va vite fait, sans truc. Mais j'aime bien qu'on me pose la question, comment tu vas? Hein? Comment se porte, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, où la personne disait How is your heart? Right? La personne, elle dit pas, au-delà de dire comment tu vas, elle va dire How is your heart? Comment va ton corps en ce moment? Et c'est, wow. Moi qui suis une personne sensible, j'aime bien que mes proches me posent ce genre de questions parce que c'est l'occasion de juste s'exprimer et d'échanger. Je suis d'accord. Comment tu vas, Chan? C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. On oublie. Je taquine. Demain, tu réessayeras. Ouais. Est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essayes de combattre en ce moment? Avant, je souffrais beaucoup du syndrome de l'imposteur. Avant, par exemple, que je lance mon podcast et tout. Mais voilà, j'ai pu vaincre ça. Voilà, j'ai pu vraiment faire mes preuves et se dire chacun à sa place. Mais mon challenge du moment, ça va être apprendre à ne pas prendre les autres tels qu'on est. Right? Parce que moi, je vois toujours la bonté chez les autres. Je vois toujours le meilleur chez les autres. Et la plupart du temps, je me fais manipuler et je me retrouve blessée. Et donc aujourd'hui, j'apprends juste à voir les autres tels qu'ils sont. C'est-à-dire, si c'est des personnes méchantes, eh ben, il faut accepter que ce soit des personnes méchantes. Il faut accepter que ce sont des personnes froides, etc. Donc, I learned the hard way and I'm still learning that. En fait, d'essayer de voir les personnes telles qu'elles sont. Et pour ce qu'elles sont. Ouais. Et surtout d'accepter que tout le monde n'est pas comme toi, quoi. Ouais. Malheureusement. Ouais. Si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à toi-même? D'être un peu plus égoïste. De penser à moi avant de penser aux autres. Parce que voilà, j'ai vécu une longue période où je ne pensais pas à moi-même. Je pensais plus à l'autre ou aux autres. Et je me suis oubliée, je me suis perdue, j'ai perdu mon identité, j'ai oublié qui j'étais pendant des années, j'ai oublié qui j'étais. Et je donne juste un exemple, une anecdote vite fait, où justement l'atelier où j'animais, je disais que aujourd'hui les femmes divorcées donnent l'impression d'être heureuses. Et tout le monde était en mode ouais, donc ça montre que c'est juste une impression, etc., etc. Et elles m'ont même pas laissé terminer ma phrase, mais ce que je voulais dire, et là je réponds, c'est que cette impression, c'est ça qui devrait être la normale. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est en train de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois quelqu'un qui profite de la vie à fond, comme si elle se terminait demain. Mais c'est ça qui devrait être la normale. Donc, on donne l'impression que toi, tu revis, tu vis, ou même nous-mêmes, on se donne cette impression. Mais ce que je voulais dire, c'est que, je sais pas si if you get me, c'est que même en étant en couple, on devrait être comme ça. Ouais. Donc, on pas... devrait vivre dans l'urgence, quoi. Voilà, on ne devrait pas se dire on attend que le mariage soit fini pour vivre ça. Profitez de la vie à fond, que ce soit homme ou femme, que vous soyez dans un ménage ou pas. Il ne faut pas que le ménage soit une entrave à votre bonheur ou une entrave à vos projets ou une entrave à tout ce que vous voulez réaliser dans la vie. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens tournent cette page avant de vouloir se réaliser eux-mêmes. Alors que les deux peuvent être possibles, tout simplement. Ok. Dernière question, quelle inspiration aimerais-tu laisser dans ce monde? Juste pour les femmes, de croire plus en elles-mêmes, tout simplement. Tu peux développer. Ça a l'air métaphorique, gars. Croyez en vous, respectez-vous. Oui, c'est de vivre ce monde sans tabou, c'est de vivre ce monde pleinement, de profiter de la vie. On ne sait pas si on va vivre demain. Moi, personnellement, c'est ce message que j'ai appris de mon père, tout simplement. Et quand il est parti, je me suis rendu compte que lui, c'était quelqu'un qui vivait au jour le jour et qui vivait pleinement en disant aux gens qu'il aimait, qu'il les aimait. Je pense que s'il y a quelqu'un, peut-être qu'il n'aura, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il avait des regrets qu'il en avait pas, mais en tout cas, on ne ressent pas ce manque-là d'amour, parce que chaque moment que tu passes avec lui, c'est des moments de qualité. Donc, essayez juste de vivre les choses intensément.
chaque jour, en se disant que demain, déjà, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu ne sais même pas si tu seras là demain, et de croire un peu plus en vous et de vous aimer. Bien, bien dit, hein, Kian. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi, tu vois. J'ai beaucoup écouté tes podcasts, donc ça fait quelques moments qu'on essaye de programmer. Oui, Ouais, j'avoue que c'est c'est pas ça. évident, mais bon. En tout cas, sache que franchement, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir. J'ai beaucoup appris. Et le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut être utile sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux leur dire comment ils pourront entrer en contact avec toi, écouter tes podcasts et si tu as des projets ou des événements qui vont venir bientôt, tu peux aussi nous les partager. Ok, bah déjà merci à toi. J'adore ton concept, j'adore les invités que tu invites sur Cercle d'influence, particulièrement celui fait avec ma grande sœur là, Mme Fatim Fall. Euh, et c'est bien que ce soit aussi accessible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, comme ça on peut voir la personne, etc. Et puis les sujets que tu traites aussi, c'est magnifique. Donc continue à faire ce magnifique boulot. Moi, je suis joignable sur Instagram, sur UBU Podcast avec un S, et UBU en fait sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Voilà. Et bon, pour les projets dans le futur, j'y vais lentement et sûrement, mais voilà. Enfin, j'espère pouvoir réaliser de belles choses avec ce podcast parce que c'est voilà, on a aujourd'hui une forte communauté, une solide communauté très Super. bienveillante Ouais. et j'espère qu'on continuera à grandir ensemble parce que encore une fois, ce podcast, je l'ai juste lancé comme ça, mais c'est devenu le podcast de tout le monde, des petites sœurs, petits frères, grands frères, grandes sœurs, des mamans. C'est devenu le podcast de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est même les followers qui me disent, mais il faudrait que tu parles de ça, il faudrait que tu traites de ça, etc. Et c'est une fierté de voir que voilà, enfin, tout le monde s'y voit. En fait, tout le monde s'y retrouve. I'm proud of that. Yeah, yeah, good job. Keep doing the good work. Les gars, ouais, n'hésitez pas à suivre Chan. Je mettrai dans les show notes comme d'hab la page Instagram, les liens pour Spotify, Apple Podcasts, tous les différents liens. N'hésitez pas à lui partager ce que vous avez appris sur cet épisode. Et finalement, je me suis ouvert aujourd'hui. Je vais parler de mes relations là, mais bon, je sais pas pourquoi j'en ai parlé aujourd'hui. J'espère que on va pas me tuer. Ou je vais pas recevoir des messages après de certaines personnes, mais bon. On va gérer. C'est la vie, quoi. Parfois, c'est important d'ouvrir son cœur, ouais. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Les gars, si vous êtes nouveaux ici, n'hésitez pas de vous abonner sur tous les réseaux, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.